Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief ce matin avec un entrepreneur engagé, Thomas Hurier, avec un analyste motorisé, Arnaud Aimé, et puis avec un député écologiste qui réussit l'exploit quand même d'unir les salariés et la direction contre vous. C'est les salariés et la direction de SEB qui vont manifester devant l'Assemblée pour protester contre votre proposition de loi. Vous risquez de supprimer, c'est ce qu'ils disent, 3000 emplois. Alors c'est posé de manière un peu caricaturelle. Déjà, disons que c'est pas tous les syndicats. On précise que la CGT, par exemple, soutient la proposition de loi. Et de quoi on parle en fait ? Elle ne soutient pas la suppression de 3000 emplois. Non, mais elle soutient la protection des salariés, notamment des polluants éternels, puisque les salariés dont vous parlez, ce sont les premiers exposés, en termes de maladies professionnelles, aux polluants éternels. Et on sait par ailleurs faire sans polluants éternels. Je vais vous dire, la question de l'emploi, c'est pas la réglementation qui la menace. C'est le fait justement de s'entêter dans un modèle qui demain est sans issue. Il faut poser le contexte. Aux États-Unis, ça fait un quart de siècle que les polluants éternels sont un scandale sanitaire. En Europe, vous avez 5 pays qui ont saisi la Commission pour faire interdire les polluants éternels. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au sujet. Et imaginez que dans ce contexte-là, un industriel se dise « Eh bien moi, les PFAS, les polluants éternels, je mise là-dessus pour l'avenir », c'est ça le sujet. Il dit que le sien n'est pas... On va l'écouter, Ouais. on l'a, Bien sûr. Stanislas de Gramont, on l'écoute et on réagit juste après. Les poêles revêtues de PTFE sont les poêles les plus performantes, les plus durables et ne présentent aucun danger ni pour la santé des consommateurs ni pour l'environnement. Nous savons que cette demande déclencherait la perte de 3000 emplois liés au fait que nos sites de Remilly-et-Tournu qui produisent des produits à base utilisant ces revêtements font 70% de leur production pour l'export. Si on interdit l'utilisation de ces produits en France, on ne pourra plus les fabriquer, donc nous perdrons nos marchés export. Il y a déjà des règles au niveau européen qu'ils disent respecter. Là, vous voulez aller plus loin. Il n'y a quasi pas de règles. Il y a 3 polluants éternels interdits, en fait. Et aujourd'hui, il oublie de dire quelque chose de très important, et n'importe quel scientifique vous le dirait, c'est qu'en fait, sur l'usage, c'est peut-être moins ça le souci. Le vrai problème, c'est que justement, pour parler du revêtement dont il parle, en fait, le PTFE dont il parle, c'est très... mais en fait, c'est le téflon, c'est le revêtement que vous avez au fond de votre casserole. Ouais, Voilà. En fait, c'est le process de production qui pose énormément de problèmes. Je vais vous donner un exemple. Il suffit d'aller au siège de Tefal à Rumilly et regarder les analyses. L'eau potable a été coupée pendant quelques mois, on ne peut plus manger les œufs, on ne peut plus consommer les poissons, des salariés ont eu des taux de polluants éternels extrêmement élevés, aussi la population dans le sang. Donc en fait, c'est le process de production qui mais il pose dit problème. contraire, il dit j'ai plein d'études sur... Il parle des usages, vous avez vu la subtilité. Ah oui. Il parle uniquement de l'usage. Là, quand on vous écoute, on ferme SEB cet après-midi, en fait. On pas du tout, continue pas. Pas du tout, parce qu'en fait, si vous regardez précisément, Tefal, puisqu'on parle de ça, Oui. produit déjà à toute une ligne de production d'ustensiles de cuisine sans PFAS, en céramique, en inox. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. Et vous savez, j'ai discuté pas mal avec, je ne vais pas donner le nom ici, mais par exemple avec une grande chaîne de restauration rapide américaine. Et eux m'ont dit, nous, dans les emballages alimentaires ou dans les ustensiles de cuisine, on n'a plus de PFAS. Parce qu'avec le scandale sanitaire qu'il y a eu aux États-Unis, on a pris le virage. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec la montée, la sensibilisation du grand public, les réglementations, même si ma proposition de loi ne passe pas, d'ici 3-4 ans, le couperet va tomber. Et en fait, il faut que l'industriel prenne le virage parce que c'est ça la vraie menace pour l'emploi. Alors Thomas Hurier, vous aussi, vous êtes un entrepreneur engagé, vous avez cette marque 1083, d'abord du Made in France, et puis ensuite à partir souvent de matériaux de qualité et respectueux de l'environnement. Est-ce que vous pensez, comme Nicolas Thierry, qu'il faut anticiper parfois la réglementation européenne? Parce que l'Europe se prépare à les interdire, mais dans 2, 3, 4 ans, votre idée, c'est de le faire tout de suite. Est-ce qu'on ne met pas en défaut l'économie et l'industrie française en allant plus vite que l'Europe? Alors, je ne connais pas le marché des poêles, mais par contre, ce que je sais, et l'état d'esprit de notre entreprise, c'est que ce qui est inéluctable, on préfère en être les leaders plutôt que les ringards. Donc en fait, s'il y a un virage à prendre et qui va être pris, ça ne sert à rien de freiner, parce qu'en fait, on ne peut pas lutter contre la marée. Et donc il faut anticiper, il faut faire la pédagogie de cette anticipation. Nous, c'est toujours le parti pris qu'on a. Et c'est sûr, il ne faut pas avoir trop d'avance parce que du coup, on se fait doubler. Mais suffisamment, ça change tout, puisque du coup, on devient innovateur. Et cette innovation, elle est très porteuse commercialement. Alors le Made in France, c'est de savoir si c'est une marée aussi de consommation. C'est compliqué, 3% du marché seulement sur le Made in France. Les consommateurs ont du mal à suivre. On était ce matin avec Guillaume Gibault, le fondateur et président du SLIF français. Il nous disait que lui aussi, il était un peu dingue de continuer dans le Made in France. Écoutez-le.
tissu industriel français, il a perdu 90% des emplois en 30 ans. Le Made in France, c'est plus que 3%. Donc effectivement, 2024, contexte économique compliqué. Est-ce que 3%, on est un peu à la fin d'une histoire et l'année prochaine c'est 2, l'année d'après c'est 1 et puis terminé, c'est plié, on rentre tous à la maison? Ou est-ce qu'on se dit qu'il y a les bases pour reconquérir quelque chose dans une industrie française forte en Europe avec un marché qui s'ouvre et tout ça? Aujourd'hui, le vrai sujet pour moi, c'est évidemment l'accessibilité prix. Le Made in France, tout le monde en a envie. C'est plus d'emplois, c'est plus de lien social, c'est moins de CO2. Mais le vrai sujet, c'est le coût de la main-d'œuvre et donc le prix des produits. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier l'envie du grand public d'acheter Made in France? Quand on leur pose la question, c'est 85% de oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 2024, c'est compliqué. Alors, comment donner envie aux consommateurs, effectivement? Est-ce qu'il faut faire l'appel patriotique ou est-ce qu'il faut baisser les prix? Vous avez vu le pari un peu fou ce matin de Guillaume Gibault qui annonce qu'il va baisser ses prix de 50% et qu'il va décupler sa production. Mais alors, c'est quand même très dangereux parce que vous, votre modèle, souvent, c'est effectivement de faire des précommandes, savoir combien vous allez en vendre, etc. Lui, il prend le pari inverse, alors que vous faites partie de la même association. Vous comprenez ce pari? Oui, complètement, parce qu'on fait peu ou prou le même. On est vraiment à la croisée des chemins. 2023 était une année difficile. On a eu beaucoup d'augmentation des prix de matières premières. L'augmentation du prix de l'énergie a eu une influence forte sur le prix de nos tissus. Les prix, on ne peut pas trop les augmenter parce que du coup, l'inflation touche tout le monde. Il y a un sujet sur les produits de grande consommation comme les sous-vêtements, où on les consomme différemment des vêtements de marque ou des jeans, où là, il y a une forme d'apparat. Et donc, du coup, nous, on a la chance, on a des concurrents américains qui fabriquent au bout du monde à pas cher et qui vendent des jeans entre 100 et 150 euros. On est au même prix qu'eux. Ouais. Et ces jeans-là, on les voit sur les fesses de tout le monde quand on se balade dans la rue. Donc, il y a un marché pour le jean de 100 à 150 euros. Ce que fait Guillaume et qui est remarquable, c'est que lui, il a reconstruit sa filière avec un prix assez haut, mais maintenant qu'il a la capacité de volume suffisant, il dit je suis en capacité de faire des produits plus abordables. Et pour le sous-vêtement, c'est très adapté. Donc, nous, on y croit grâce à ça, même si on sort d'une année en effet assez difficile. Son slogan, c'est pour changer le monde, commencer par changer le slip. Mais il y a ce côté justement révolutionnaire de dire, parce que c'est quand même 25 € encore son slip, ce qui est quand même assez élevé. Il faut encore que ça soit une démarche volontaire, politique presque, le Made in France. Et c'est pareil dans l'automobile, Arnaud Aimé, j'en viens avec vous aux résultats de Tesla dont on parlait ce matin, des résultats qui sont mauvais, mais l'ensemble de la filière électrique, sans subvention, c'est compliqué. Oui, effectivement. Alors, si je voulais juste réagir aux propos d'avant, on peut vouloir innover d'un point de vue marketing en produisant en France ou en Europe, mais les entrepreneurs font toujours très attention au timing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir raison trop tôt. Et on parlait d'un autre sujet automobile la semaine dernière, qui était la fin de la production de la Zoé. Oui. On disait que Renault avait peut-être eu raison avant les autres, en lançant la Zoé il y a déjà 10 ans, avant l'explosion du marché automobile, et sa voiture n'a pas pu en tirer un plein profit. Et je pense que sur ces sujets un peu je pense que les lois pour protéger l'environnement, elles sont nécessaires. Toute la question est sur à la fois le rythme d'adoption et puis le périmètre géographique d'adoption. Et aujourd'hui, on cherche plutôt, les industriels cherchent plutôt des périmètres à minima européens, y compris pour protéger l'emploi en France, parce que si on produit en France pour exporter ensuite ailleurs en Europe, il faut bien que ce soit exportable en Europe et que ce soit compétitif ailleurs en Europe. Donc il y a ce vrai sujet-là. Et ça se voit effectivement dans l'électrique aussi, j'en parlais pour la Zoé. Sur le marché de l'électrique aujourd'hui dans le monde, il y a une stagnation des marchés. Déjà sur l'ensemble des ventes de véhicules, il y a un taux d'équipement mondial qui est devenu assez élevé et on stagne autour de 100 millions. Et ça se voit aussi sur l'électrique, notamment en Amérique du Nord, qui est le premier marché de Tesla aujourd'hui. Alors justement, avant de parler de Tesla, on finit sur le Made in France parce que... Tout à l'heure, hors micro, vous nous disiez, Thomas Hurier, que vous aviez produit 500 jeans dans votre collection cette année et que vous ne saviez pas si vous en produiriez autant l'an prochain parce que ça dépendra du coton, la qualité du coton disponible, et vous ne voulez pas faire des jeans à n'importe quel prix, en tout cas à n'importe quelle qualité. Et c'est incroyable parce que du coup, on a l'impression que ce débat sur la transition fait que pour faire une bonne transition, il faut moins produire, il faut être dans une forme de sobriété, j'ai pas dit décroissance, de frugalité. Est-ce que selon vous, il n'y a pas d'autre solution ? Je pense en tout cas qu'il y a une vraie question à se poser sur le volume, mais en fait il faut aller vers de la qualité et se poser la question. On parlait de la fast fashion par exemple, c'est donc je vais l'expliquer, mais en fait on va plutôt, si on parle du textile à mon avis, c'est un bon exemple, plutôt aller vers des vêtements de qualité et peut-être en moins grand nombre que effectivement acheter toutes les semaines des vêtements qui viennent de l'autre bout du monde. Je pense que c'est peut-être ça qu'on peut mettre derrière le terme sobriété. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on baisse en confort, ça veut dire simplement qu'on fait des choix plus qualitatifs.
C'est-à-dire, ça ne veut pas dire... Ce que font pas les gens, quand vous regardez le succès aujourd'hui de Vinted, les gens achètent plus, parce que justement, ils peuvent, avec le pouvoir d'achat, ils peuvent acheter plus sur ce type de site. Ça change pas du tout le mode de consommation. Oui, exactement. Avec le problème de la fast fashion derrière, où effectivement, au-delà de la consommation, il y a des conséquences humaines, environnementales, en termes de santé publique. Et je pense que le vrai sujet, c'est qu'il y a vraiment un basculement culturel à mener. Et ça passe aussi par être un aiguillon en termes réglementaires. Et Thomas Verrier, ce basculement culturel, il n'est pas là. Vous avez dit 2023, c'était compliqué. C'est-à-dire que le choix entre fin du monde et fin de mois, c'est encore aujourd'hui celui du pouvoir d'achat. Et que, comme le dit Laure, on préfère acheter moins cher, mauvaise qualité, que d'acheter moins de meilleure qualité. C'est encore dans les mentalités quand même. Oui, mais il y a deux choses. Déjà, la consommation de faible qualité dans la mode, elle est très récente. Et si la fast fashion nous faisait faire des économies, elle ne ferait pas ces milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'association fast fashion pas cher, elle ne nous fait pas du tout faire d'économies. C'est un leurre. On consomme beaucoup de quantité et en fait, on dépense plus à cause de ça. Le deuxième point, c'est que ce goût de la qualité, on l'a par ailleurs. La fast fashion nous rend alcooliques de la consommation de vêtements. Mais on est le pays du vin, on aime le bon vin. Et en fait, quand on achète du vin, on aime se faire plaisir par la qualité. Et le pays du luxe aussi, Ouais, et donc du coup, on n'est pas loin de retrouver le goût de la qualité. Il faut juste qu'on le revive et qu'on vive peut-être cet écœurement de la quantité pour accepter qu'on créera plus de richesse à travers une stratégie qualitative qu'à travers une stratégie quantitative. Mais vous croyez au changement culturel par la norme? Parce que normalement, c'est par l'envie que ça passe. Il faut les deux. Il faut tirer, il faut pousser. Et il y a urgence. Donc en fait, il faut pousser avec la norme, mais la norme, elle intervient forcément souvent a posteriori, et il faut driver la norme et la consommation par l'envie, c'est-à-dire rendre désirable le monde qualitatif qu'on veut pour demain, et qu'on n'y arrive pas, nous on le porte. Arnaud. Pour aller tout à fait dans le sens de Thomas, la qualité peut aller aussi dans le sens des économies, de l'économie générale et des économies pour le consommateur, parce que un produit plus durable fait qu'on le garde plus longtemps et qu'on le renouvelle moins souvent, et donc ça peut être bénéfique pour le budget d'un ménage. Le problème, c'est que les gens, les particuliers, nous, dans notre comportement individuel, on se comporte pas comme les entreprises, c'est-à-dire que quand on achète un article, on l'achète pas sur des raisons toujours très rationnelles, et on se demande pas combien de temps ça me durerait et quelle est une moyenne. Faire un investissement et un ROI sur chaque... Voilà, exactement, un retour sur investissement. Et pour faire le lien avec la question de Tesla tout à l'heure, c'est-à-dire un problème que rencontre Tesla aujourd'hui, pardon, le lien est un peu osé, c'est-à-dire que les ventes de Tesla, je pense qu'elles sont d'autant plus en difficulté que ces véhicules-là, comme les autres, sont beaucoup achetés par les entreprises. En France, la moitié des véhicules neufs sont achetés par des entreprises, des loueurs, des opérateurs de leasing. Et ces gens-là, eux, ils ont un comportement rationnel. C'est-à-dire, ils se disent, quand j'achète un véhicule neuf, combien de temps je vais le garder et à combien je vais le revendre. Sauf que quand Tesla se fait à faire des baisses de prix drastiques, 2 fois plus que la moyenne du marché, ça baisse la valeur de revente, et donc ces entreprises-là, ces loueurs, ils se disent ça vaut moins le coup d'acheter une Tesla neuve. Très bonne analyse. D'ailleurs, on va retrouver Antoine Neulard à Washington pour essayer de comprendre. Vous verrez qu'il y a des éléments d'explication. Antoine Neulard, effectivement, cette déception sur le chiffre d'affaires trimestriel de Tesla, expliquez-nous un petit peu les détails. Oui, alors dans un court communiqué, le constructeur se défend. Tesla évoque des problèmes de logistique avec les attaques en mer Rouge ou encore le sabotage de son usine à Berlin. Mais en réalité, les problèmes sont bien plus profonds. Il y a d'abord la gamme qui est vieillissante. Si on met de côté le Cybertruck, ce pick-up qui est un projet de niche, Tesla n'a pas sorti de nouveaux modèles depuis 2020 et la prochaine génération n'est pas attendue avant 2025 ou 2026, avec notamment la petite citadine de Tesla, un véhicule qui arrivera toutefois sur un marché déjà très encombré où la concurrence fait rage. Ensuite, il y a le problème du prix. Tesla a cassé ses prix pour essayer de se relancer, sauf que cette politique a fait s'effondrer la valeur des Tesla à la revente, ce qui au final refroidit les acheteurs. Ils craignent de perdre de l'argent en investissant dans une Tesla. Enfin et surtout, il y a le problème Elon Musk. Le capitaine ne semble plus vraiment à la barre. Il consacre beaucoup de temps et d'énergie à X, son réseau social. Plus inquiétant encore, le milliardaire aujourd'hui fait essentiellement parler de lui pour ses sorties complotistes, voire d'extrême droite. Tout cela entache l'image de marque de Tesla selon une étude et réduit encore davantage le nombre d'acheteurs potentiels.
Alors Tesla, c'est particulier. Il y a évidemment le personnage Elon Musk qui est vendu avec la voiture. Ça peut refroidir certains acheteurs, mais quand même, sur le marché de la voiture électrique, il y a eu beaucoup de signaux négatifs avec des constructeurs qui disent oui, mais je vais quand même faire un modèle thermique. C'est pas ce que j'avais prévu, mais je reviens dessus. On le voit. Je parlais de l'arrêt des subventions la dernière fois. Est-ce que vraiment, là, on est sur un petit trou d'air, mais le mouvement est avancé. On reviendra pas en arrière, Arnaud? Oui, effectivement, je pense que l'histoire est en marche et que rien ne l'arrêtera. Pour citer un écrivain, je ne sais plus lequel, Zola peut-être. C'est-à-dire que le développement du marché électrique, il a été beaucoup stimulé par les pouvoirs publics, puisque à la base, il y a des coûts de production et des prix de vente qui sont sensiblement plus élevés encore aujourd'hui par rapport à un véhicule thermique qui bénéficie aussi d'un siècle d'industrialisation et de productivité, alors que le véhicule électrique, c'est tout récent. Les signaux d'une baisse de soutien public en Europe, ils sont quand même assez marginaux. Certes, c'est vrai que les finances des États sont de plus en plus exsangues et il y a la suppression du bonus pour les véhicules électriques en Allemagne, une baisse en France, voire une suppression quand c'est acheté par une entreprise. Mais quand même, cette perspective d'interdiction en 2035 de la vente de véhicules neufs thermiques est perdure. Donc c'est vrai que la loi aiguillonne les choses et elle peut être tenable par les entreprises quand on a une forte visibilité et quand il y a une certaine progressivité pour le coup. Il y a plus d'incertitudes en Amérique du Nord parce que certes le véhicule électrique est soutenu par Biden mais beaucoup moins, voire pas du tout par Trump. Donc il y a une vraie incertitude. Or c'est le premier marché de Tesla au monde typiquement et puis d'un Stellantis également si on veut citer les Français. C'est intéressant parce que Nicolas Thierry, c'est un peu la même problématique tout à l'heure que pour l'industrie de la confection, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas trop vite parfois en Europe? Est-ce que notamment avec ce coup près de 2035 pour les véhicules thermiques, est-ce qu'on ne risque pas plutôt que d'accélérer le mouvement, de handicaper l'industrie européenne? En fait, tout ça est extrêmement lié parce que, en fait, pourquoi on a accéléré sur le véhicule électrique? Parce qu'il y a un problème de dérèglement climatique. Et d'ailleurs, ça fait le lien à ce que vous disiez aussi. En fait, le dérèglement climatique étant là, on a des problèmes de météo et effectivement de météo extrême, ça pose des problèmes sur la production. On le voit, vous l'avez parlé sur le coton, et en fait, on parle exactement de la même chose. C'est comment on arrive à adapter l'économie face à un mur qui est devant nous, c'est la question climatique. Sauf que si on va trop vite, on est cuit. Sauf que le climat ne s'adaptera pas à l'adaptation de nos filières. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le temps physique et le temps des gaz à effet de serre, c'est nous qui devons nous adapter et pas le contraire. Et en fait, ce que nous disent les scientifiques, c'est que la décennie 2020-2030, c'est la décennie critique. C'est-à-dire que si on ne prend pas le virage là, ça va conditionner le reste pour... Oui, mais rassurez-moi, le fait de casser ou pas l'outil industriel vous importe quand même. Non, mais attendez, vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis au contraire que pour préserver l'outil industriel, il faut qu'il prenne le virage. Parce que demain, s'il ne le prend pas, il aura des problèmes de coûts de production et il sera plus du tout adapté dans un monde qui sera bouleversé. Il faut se rendre compte, ce qui est scientifique, un monde à plus 2 ou 3 degrés, ça ne ressemble plus du tout au monde dans lequel on vit. Donc en fait, moi je suis extrêmement préoccupé justement par comment justement on fait prendre le virage à l'industrie, parce qu'encore une fois, les années qui arrivent, on vit des années de bascule. Arnaud, sans l'imposition de 2035, on n'aurait pas autant accéléré sur l'électrique s'il n'y avait pas eu ce moment douloureux quand même. On a forcé un peu les industriels, évidemment. Alors évidemment. Et aujourd'hui, ils ont pris le pas parce qu'ils sont face au mur climatique, mais ils sont aussi face au mur de la réglementation. Faut être attentif. Je pense que c'est le rôle du politique et le talent du politique que de tirer derrière et de pousser aussi les autres pays, les autres continents à adopter ça pour qu'il y ait aussi une certaine des règles du marché un peu homogènes, y compris en Chine, aux États-Unis, etc. Voilà, faut faire attention au rythme. Et juste pour revenir un tout petit peu. Il y a la musique, Arnaud. C'est la fin. Allez-y. Sur Tesla, s'ils veulent passer la deuxième, ils sont déjà à 2 millions de véhicules, mais ils voudraient en faire 20 à horizon 2030. En fait, il faut surtout diversifier la gamme. Aujourd'hui, Tesla, c'est surtout du premium. Il faut se lancer dans la citadine si on veut vraiment que les volumes augmentent. Merci à tous les trois. Vous étiez engagés tous les trois, c'est bien.